Ils arrêtèrent la voiture. « Tu as entendu ça ?» Mike secoua la tête. Son acuité auditive avait souffert des excès de son adolescence. Un régime intensif de concerts de rock lui avait massacré les tympans. Jude descendit de voiture. Les oiseaux étaient silencieux à présent. Le bruit qu'il avait entendu en roulant refit son apparition. Ce n'était pas simplement un bruit, c'était presque une convulsion sous la terre, un rugissement qui semblait prendre naissance de la substance même des collines. Le tolère, n'est-ce pas? Non, trop rythmé. Le bruit revint, transmis par les semelles de ses souliers. Boum! Mike l'entendit cette fois-ci. Il passa la tête par la vitre de la voiture. C'est quelque part devant nous. Je l'entends maintenant. Jude hocha la tête. Boum! Le tonnerre tellurique résonna de nouveau. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Dit Mike. Quoi qu'il en soit, je veux voir ça. Jude remonta dans la Volkswagen, un sourire aux lèvres. On dirait presque des canons, dit-il en faisant démarrer la voiture. Des gros canons. Dans ses jumelles de fabrication russe, Václav Jelovsek vit l'officiel lever son pistolet. Il vit une bouffée de fumée blanche s'élever du canon et, une seconde plus tard, entendit le coup de feu venu de l'autre côté de la vallée. L'épreuve avait commencé. Il regarda les tours jumelles de Prépolac et de Podujevo, la tête dans les nuages, enfin, presque. Elle s'étirait pratiquement jusqu'à toucher le ciel. C'était un spectacle terrifiant et merveilleux, à vous couper le souffle, à hanter votre sommeil. Deux cités qui faisaient rouler leurs muscles et qui se préparaient à faire le premier pas l'une vers l'autre pour se livrer à un combat rituel. Des deux, Podujevo paraissait la moins stable. Il y eut une légère hésitation lorsque la cité leva sa jambe gauche pour se mettre en marche. Rien de sérieux, juste une petite difficulté dans la coordination des muscles de la hanche et de ceux de la cuisse. Un ou deux pas, et la cité aurait trouvé son rythme. Un ou deux autres, et ses habitants se déplaceraient comme une seule créature, un géant parfait, décidé à dresser sa grâce et sa puissance contre son reflet. Le coup de feu avait fait prendre leur essor à des volées d'oiseaux depuis les arbres qui encerclaient la vallée cachée. Ils s'élevèrent dans l'air, comme pour célébrer la grande épreuve, proclamant leur excitation en passant au-dessus du champ de bataille. « Tu n'as pas entendu un coup de feu ?» demanda Jude. Mike hocha la tête. « Des manœuvres militaires ?» Le sourire de Jude s'était élargi. Il voyait déjà les gros titres. Un reportage exclusif sur des manœuvres secrètes dans les profondeurs de la campagne yougoslave. Des chars russes peut-être, des exercices tactiques dissimulés aux yeux indiscrets de l'Occident. Avec un peu de peau, c'est lui qui révélerait cette affaire. Boum, boum. Il y avait des oiseaux dans l'air. Le tonnerre était plus lourd à présent. Ça ressemblait bien à des canons. C'est derrière la prochaine colline, dit Jude. Je crois qu'on ne devrait pas aller plus loin. Si, il faut qu'on voie ça. Non, nous ne sommes pas censés être ici. Je n'ai pas vu de pancarte. Ils vont nous emprisonner, nous déporter, je ne sais pas, je pense seulement... Boum. Il faut que je voie ça. Ces mots étaient à peine sortis de sa bouche que les hurlements commencèrent. Podujevo hurlait. Un cri d'agonie. Un citoyen, enfoui dans le flanc affaibli, avait péri dans ses efforts et avait déclenché une réaction en chaîne dans le système. Un homme lâcha son voisin et ce voisin lâcha le sien, faisant se répandre un cancer de chaos à travers le corps de la cité. La cohérence de la gigantesque structure se détériora avec une terrifiante rapidité lorsque la défaillance d'une partie de son anatomie entraîna une pression accrue sur les autres. Le chef-d'œuvre que les citoyens de Podujevo avaient édifié avec leur propre chair et leur propre sang vacilla, et puis, comme un gratte-ciel dynamité, se mit à tomber. Le flanc brisé dégorgeait les citoyens comme une artère tailladée laissant jaillir le sang. Puis, dans un mouvement gracieux qui rendait le supplice des citoyens encore plus horrible, le géant s'inclina vers le sol, ses membres se désintégrant dans sa chute. Sa tête énorme, qui avait si récemment effleuré les nuages, se renversa sur son cou épais. 10 milliers de bouches émirent un même cri dans sa vaste bouche, une supplique inarticulée et infiniment pitoyable, lancée à la face du ciel. Un hurlement de douleur, un hurlement d'angoisse, un hurlement d'étonnement. Comment, demandait ce cri,
Cette journée bénie entre toutes les journées pouvait-elle s'achever ainsi, dans un amoncellement de corps en chute libre? Tu as entendu ça? C'était un bruit indiscutablement humain, bien que presque assourdissant. L'estomac de Jude se convulsa. Il se tourna vers Mike, qui était blanc comme un linge. Jude arrêta la voiture. « Non, dit Mike. Écoute, pour l'amour de Dieu. » Le vacarme de cris d'agonie, de suppliques et d'imprécations emplissait l'air. Il était tout prêt. « Il faut qu'on s'en aille maintenant, » implora Mike. Jude secoua la tête. Il était prêt à découvrir un spectacle militaire, toute l'armée russe massée derrière la colline, mais le bruit qui résonnait dans ses oreilles était un bruit de chair humaine, trop humain pour les mots. Il lui rappelait l'enfer tel qu'il l'avait imaginé étant enfant, les supplices éternels et indicibles dont sa mère l'avait menacé s'il renonçait au Christ. C'était une terreur qu'il avait oubliée depuis 20 ans, mais soudain, elle était de nouveau en lui, avec un nouveau visage. Peut-être était-ce l'abîme lui-même qui bêait derrière l'horizon, avec sa mère debout près de sa gueule, l'invitant à goûter son châtiment. « Si tu ne veux pas conduire, je vais le faire. » Mike sortit de la voiture et en fit le tour par l'avant, jetant un regard devant lui en passant près du capot. Il eut un instant d'hésitation, rien qu'un instant, durant lequel ses yeux clignèrent d'incrédulité, avant qu'il ne se retourne vers le pare-brise, le visage plus pâle que jamais, et dise « Seigneur !» d'une voix épaisse de nausée refoulée. Son amant était toujours assis derrière le volant, la tête enfouie dans ses mains, essayant de chasser ses souvenirs. « Jude !» Jude leva la tête, lentement. Mike dirigeait vers lui un regard de dément, le visage luisant d'une sueur soudaine et glacée. Jude regarda derrière lui. Quelques mètres devant la voiture, la piste s'était mystérieusement assombrie, et une marée se dirigeait vers lui, une épaisse et profonde marée de sang. La raison de Jude se retourna dans tous les sens pour tenter de donner une autre interprétation que cette inévitable conclusion. Mais il n'existait aucune explication plus sensée. C'était du sang en insupportable abondance. Et à présent, la brise apportait l'odeur des carcasses fraîchement ouvertes, la senteur des profondeurs du corps humain, mi-douce, mi-amère. Mike alla en trébuchant jusqu'à la portière de la Volkswagen et saisit sa poignée en tremblant. La portière s'ouvrit soudain et il s'engouffra à l'intérieur, les yeux vitreux. « Recule, dit-il. » Jude tendit la main vers la clé de contact. La marée de sang venait déjà clapoter contre les pneus avant. Devant eux, le monde était bariolé d'écarlate. « Démarre, bordel, démarre !» Jude ne tentait même pas de mettre le moteur en route. « Il faut qu'on voie ça, » dit-il sans conviction. « Il le faut. »« On n'a rien d'autre à faire que de foutre le camp d'ici, » dit Mike. « Ça ne nous regarde pas. C'est peut-être un accident d'avion. Il n'y a pas de fumée. Ce sont des voies humaines. » L'instinct de Mike lui criait de s'enfuir. Il saurait tout sur la tragédie en lisant les journaux. Il pourrait en voir les images demain, quand elles seraient grises et grenues. Aujourd'hui, c'était bien trop frais, bien trop imprévisible. N'importe quoi pouvait se trouver au bout de cette piste, tout sanguignolant. Jude fit démarrer la voiture, tandis qu'à côté de lui, Mike se mettait à gémir doucement. La coccinelle avança en rampant, plongeant dans la marée de sang, ses roues patinant dans l'écume rouge et grasse. « Non, dit Mike, d'une voix éteinte, je t'en prie, non. »« Il le faut, » se contenta de dire Jude, « il le faut. » À peine quelques mètres plus loin, la cité de Prépolac se remettait de ses premières convulsions. Elle contemplait, avec un millier d'yeux, les ruines de son ennemi rituel, à présent éparpillées sur le sol, défoncées dans un amoncellement de cordes et de corps. Fracassé à jamais, Prépolac s'éloigna de ce spectacle en trébuchant, ses jambes démesurées aplatissant la forêt qui délimitait le champ de bataille, ses bras s'agitant dans l'air. Mais elle garda son équilibre, alors même qu'une démence fort banale, suscitée par l'horreur qui gisait à ses pieds, envahissait ses veines et incendiait son cerveau. Un ordre fut donné. Le grand corps trembla, pivota sur lui-même, s'écarta de la tapisserie sanglante que dessinait Podoujevo et s'enfuit dans les collines. Alors que la cité se dirigeait vers l'oubli, sa silhouette gigantesque passa entre le soleil et la voiture, jetant une ombre froide
sur la route ensanglantée. Mike ne vit rien, aveuglé par les larmes, et Jude, les yeux plissés en prévision du spectacle qu'il redoutait de découvrir au prochain tournant, ne fit que constater vaguement l'obscurité qui régna l'espace d'une minute. Un nuage peut-être, un vol d'oiseaux. S'il avait levé la tête à ce moment-là, s'il n'avait jeté qu'un seul coup d'œil en direction du nord-est, il aurait aperçu la tête de Prépolac, l'énorme tête grouillante de la cité, saisie par la folie, qui disparaissait à la lisière de son champ de vision pour se diriger vers les collines. Il aurait su que ce territoire était au-delà de sa compréhension et qu'il était impossible d'apaiser quoi que ce soit dans ce coin de l'enfer. Mais il ne vit pas la cité, et le point de non-retour s'éloigna derrière Mike et lui. Désormais, tout comme Prépolac et sa jumelle défunte, ils étaient perdus pour la raison et pour tout espoir de vivre. Ils franchirent le dernier tournant et les ruines de Podujevo apparurent devant eux. Leurs imaginations domestiquées n'avaient jamais conçu un spectacle aussi indiciblement brutal. Peut-être avait-on amassé autant de cadavres sur les champs de bataille de l'Europe, mais s'était-il trouvé, parmi eux, un nombre si élevé de cadavres de femmes et d'enfants, inextricablement mêlés à ceux des hommes? Il avait peut-être existé des piles de morts aussi hautes, mais en avait-on vu qui contenaient autant de vie si récemment éteinte? Il y avait peut-être eu des cités dévastées, avec autant de rapidité, mais avait-on jamais vu une ville entière périr de la simple loi de la pesanteur? C'était un spectacle au-delà de la nausée. Confronté à lui, l'esprit réagissait avec la lenteur d'un escargot. Les forces de la raison examinaient les preuves une à une, avec des mains méticuleuses, à la recherche d'une faille, d'un endroit où pouvoir dire « ceci n'est pas arrivé, c'est un rêve de mort et non la mort elle-même ». Mais la raison ne parvenait à trouver aucune faiblesse dans cette muraille. C'était la vérité. C'était vraiment la mort. Podujevo était tombé. 38 765 citoyens étaient éparpillés sur le sol, ou plutôt dispersés en piles inégales et suintantes. Ceux qui n'étaient pas morts des effets de la chute ou de ceux de l'étouffement étaient à l'agonie. Il n'y aurait aucun survivant parmi les habitants de la cité, excepté la poignée de spectateurs qui étaient sortis à grand-peine de leur maison pour regarder le spectacle. Ces rares habitants, les invalides, les grabataires, les ancêtres, avaient à présent les yeux fixés, tout comme Mike et Jude, sur ce carnage auquel ils s'efforçaient de ne pas croire. Jude fut le premier à descendre de voiture. Sous ses souliers de cuir, le sol était poisseux de sang coagulé. Il examina le carnage. Il n'y avait aucun débris, aucun reste de carcasse d'avion, aucun foyer d'incendie, aucune odeur de fumée. Juste des dizaines de milliers de corps, nus ou vêtus la même toile grise, hommes, femmes et enfants. Certains d'entre eux, il le voyait à présent, portaient des harnais de cuir serrés autour de leur torse, et de ces harnais pendaient des kilomètres et des kilomètres de cordes. Plus il regardait de près, et plus il comprenait le système extraordinaire de nœuds et d'amarrages qui maintenait toujours les corps ensemble. Pour une raison inconnue, ces gens s'étaient attachés les uns aux autres côte à côte. Certains d'entre eux étaient juchés sur les épaules de leurs voisins, les chevauchant comme des petits garçons jouant au cow-boy. D'autres se tenaient par le bras, ligotés pour former une farandole de muscles et d'os. D'autres encore étaient roulés en boule, la tête entre les genoux. Tous étaient d'une façon ou d'une autre liés à leurs proches, ligotés les uns aux autres, comme en un jeu dément de sadomasochisme collectif. Un autre coup de feu. Mike leva la tête. De l'autre côté du camp, un homme solitaire, vêtu d'un manteau élimé, errait au milieu des corps, armé d'un revolver, et achevait les agonisants. C'était un acte de miséricorde, pitoyablement inutile, mais il continuait à l'accomplir, donnant la priorité aux enfants qui souffraient le plus. Il vidait son revolver, le rechargeait, le vidait, le rechargeait, le vidait. Mike craqua. Il hurla de toutes ses forces pour couvrir les gémissements des blessés. Mais qu'est-ce que c'est que ça? L'homme abandonna sa terrible besogne pour lever la tête. Son visage était aussi gris que son manteau. « Hein?
grogna-t-il, fronçant les sourcils en scrutant les deux intrus à travers ses verres épais. « Que s'est-il passé ici » cria Mike dans sa direction. Ça faisait du bien de crier. Ça faisait du bien de se mettre en colère contre cet homme. Peut-être était-ce lui le responsable. Il serait bien agréable d'avoir un coupable à blâmer. « Dites-nous, » dit Mike. Il sentait les larmes faire trembler sa voix. « Dites-nous, pour l'amour de Dieu, expliquez-nous. » Le manteau gris secoua la tête. Il ne comprenait pas un seul mot de ce que lui disait ce jeune crétin. Il exprimait en anglais, mais c'était tout ce qu'il pouvait saisir. Mike se dirigea vers lui, sentant à chaque pas les yeux des morts braqués sur lui. Des yeux pareils à des joyaux noirs et brillants, enchâssés dans des visages fracassés. Des yeux qui le voyaient à l'envers ou qui l'observaient depuis des têtes coupées. Des yeux plaqués sur des têtes qui n'avaient plus que des cris pour voix. Des yeux sur des têtes au-delà des cris, au-delà du souffle. Des milliers d'yeux. Il arriva près de Manteau Gris, dont l'âme était presque vide. Il avait ôté ses lunettes et les avait jetées au loin. Lui aussi pleurait. Des sanglots qui secouaient son corps dégingandé. Au pied de Mike, quelqu'un tendait une main vers lui. Il refusait de regarder, mais la main toucha son soulier et il fut obligé de baisser les yeux vers son propriétaire. Un jeune homme, gisant comme un svastika de chair, les articulations disloquées. Un enfant était coincé sous lui. Ses jambes ensanglantées dépassaient de son corps comme deux bâtonnets roses. Il voulait prendre le revolver de l'autre pour empêcher cette main de le toucher. Mieux, il voulait une mitraillette, un lance-flamme, n'importe quoi pour effacer la vision de ce supplice. Alors qu'il quittait des yeux le corps fracassé, Mike vit Manteau Gris lever son revolver. « Jude » dit-il, mais alors même que ce nom franchissait ses lèvres, la gueule du revolver s'engouffra dans la bouche de Manteau Gris et sa gâchette fut actionnée. Manteau Gris s'était mis la dernière balle de côté. Le sommet de son crâne s'ouvrit comme un œuf renversé et des morceaux de sa boîte crânienne s'envolèrent. Son corps s'affaissa et chut sur le sol, le revolver toujours entre les lèvres. « On doit, » commença Mike, sans s'adresser à personne, « on doit... » Mais quel était son impératif? Dans une telle situation, que devait-il faire? « On doit les aider. Oui, il faut les chercher de l'aide. On doit s'en aller. » S'en aller, c'était ce qu'il devait faire. En invoquant n'importe quel prétexte, fût-il fragile ou lâche, il devait s'en aller, quitter ce champ de bataille, se mettre hors de portée de cette main mourante qui n'avait qu'une blessure en guise de corps. « Il faut qu'on aille prévenir les autorités, trouver une ville, chercher de l'aide. »« Des prêtres, » dit Mike, « ils ont besoin de prêtres. » C'était absurde de penser ainsi à donner l'extrême onction à tant de personnes. Il aurait fallu pour cela une armée de prêtres, un canon à eau bénite, un haut-parleur pour prononcer les bénédictions. Ils tournèrent le dos de concert à cette horreur, se passèrent un bras autour des épaules et traversèrent le carnage pour retourner à la voiture. Celle-ci était occupée. Václav Jelovsek était assis au volant et essayait de faire démarrer la Volkswagen. Il fit tourner la clé de contact une fois, deux fois. À la troisième fois, le moteur se mit en route et les roues patinèrent dans la boue écarlate quand il fit faire marche arrière à l'automobile pour la faire reculer le long de la piste. Václav vit les deux Anglais se précipiter vers la voiture en l'injuriant. Il n'avait pas le choix. Il ne souhaitait pas voler ce véhicule, mais il avait un travail urgent à effectuer. En tant qu'arbitre, il était responsable de la bonne tenue de l'épreuve et de la sécurité des participants. Une des deux cités héroïques était déjà tombée. Il devait faire tout ce qui était en son pouvoir pour empêcher Prépolac de rejoindre sa jumelle. Il devait se lancer à la poursuite de Prépolac et tenter de lui faire entendre raison. Chasser la terreur de son esprit par des promesses et des paroles de réconfort. S'il venait à échouer, il y aurait une nouvelle catastrophe de la même amplitude que celle qui se trouvait devant lui, et sa conscience était déjà suffisamment brisée. Mike poursuivait toujours la coccinelle, criant à Jelovsek de s'arrêter. Le voleur l'ignora, concentré sur les manœuvres qu'il devait effectuer pour faire reculer la voiture le long de la piste, étroite et glissante. Mike perdait rapidement du terrain. La voiture avait pris de la vitesse. Furieux, mais ayant perdu le souffle nécessaire pour exprimer sa fureur, Mike resta immobile au milieu de la piste, les mains sur les genoux, suffocant et pleurant. « Salaud !» dit Jude.
Mike regarda au bout de la piste. Leur voiture avait déjà disparu. Ce con ne sait même pas conduire correctement. Il faut qu'on le rattrape, dit Mike en reprenant son souffle. Mais comment? À pied. On n'a même pas de carte. Elle est dans la voiture. Dieu Tout-Puissant. Ils se mirent à marcher ensemble sur la piste, s'éloignant du champ. Quelques mètres plus loin, la marée de sang avait perdu de sa force. Seuls quelques ruisseaux, en voie de coagulation, s'écoulaient vers la route nationale. Mike et Jude suivirent les traces sanglantes laissées par les pneus jusqu'au carrefour. La route de Zbrovac était vide dans chaque direction. Les traces de pneus indiquaient que la voiture avait obliqué sur la gauche. « Il s'est enfoncé dans les collines, » dit Jude, contemplant la piste charmante qui s'enfonçait vers le lointain bleu-vert. Il a perdu l'esprit. « Est-ce qu'on retourne d'où on vient ? À pied, ça va nous prendre toute la nuit. On fera du stop. » Jude secoua la tête. Son visage était flasque et son regard perdu. « Tu ne comprends pas, Mike. Ils savaient tous ce qui allait arriver. Les gens dans les fermes, ils ont foutu le camp pendant que ces types faisaient les dingues là-haut. On ne va pas trouver une seule voiture sur cette route, je te le parierai, excepté peut-être un ou deux connards de touristes comme nous. Et aucun touriste ne s'arrêterait pour nous prendre en stop. » Il avait raison. Ils ressemblaient à deux bouchers, éclaboussés de sang. Leurs visages étaient luisants de graisse, leurs yeux étaient fous. « Il faudra qu'on le suive à pied, » dit Jude. Il désigna la route de la main. Les collines étaient assombries à présent. Le soleil avait soudainement déserté leurs flancs. Mike haussa les épaules. Quoi qu'ils fassent, ils avaient une nuit de route devant eux. Mais ils voulaient désespérément aller quelque part, n'importe où, mettre de la distance entre lui et les morts. Dans Prépolac régnait un certain apaisement. Au lieu d'une panique frénétique, une acceptation quasi bovine du monde tel qu'il était. Bloqués dans leur position, ligotés et harnachés les uns aux autres pour former un système vivant qui ne permettait à aucune voix de parler plus fort que l'autre, ni à aucun dos de travailler avec moins de force que celui du prochain, les citoyens laissèrent un consensus dément remplacer la voix tranquille de la raison. Leur convulsion faisait d'eux un esprit unique, une pensée unique, une ambition unique. Ils devinrent, en l'espace de quelques instants, le géant animé et pensant dont ils avaient si brillamment recréé l'image. Toute illusion d'individualité mesquine fut balayée par une marée irrésistible de sentiments collectifs. Ce n'était pas la passion d'une foule enragée, mais une impulsion télépathique qui dissolvait la voix de ces milliers d'êtres pour former une seule et irrésistible commande. Et cette voix disait « Allez !» La voix disait que l'on s'éloigne de cet horrible spectacle, là où je n'aurais pu à le voir. Prépolac se dirigea vers la colline, arpentant plusieurs kilomètres en quelques enjambées. Chaque homme, chaque femme et chaque enfant de cette tour grouillante était aveugle. Ils ne voyaient que par les yeux de la cité. Ils n'avaient plus de pensées, sinon les pensées de la cité. Et ils se croyaient immortels, animés par une force maladroite et impitoyable, démesurée, fous, immortels. Après avoir marché pendant 3 kilomètres, Mike et Jude sentirent une odeur d'essence dans l'air, et un peu plus tard, ils tombèrent sur la Volkswagen. Elle s'était retournée dans le fossé encombré de roseaux qui se trouvaient au bord de la route. Elle n'avait pas pris feu. La portière était ouverte, et le corps de Václav Jelovsek était à moitié hors du véhicule. Son visage avait le calme de l'inconscience. Il ne semblait y avoir aucun signe de blessure, excepté une ou deux écorchures sur son visage posé. Avec une grande douceur, ils achevèrent d'extraire le voleur du véhicule accidenté et l'étendirent sur la route, loin de la fange du fossé. Il gémit un peu, tandis que les deux hommes s'affairaient autour de lui, lui ôtant sa veste et sa cravate, et glissant sous sa tête le pullover de Mike en guise d'oreiller. Soudain, l'homme ouvrit les yeux. Il les regarda tous les deux. « Est-ce que vous vous sentez bien ?» demanda Mike. L'homme resta muet durant plusieurs instants. Il ne paraissait pas comprendre. Puis, « Anglais ?» dit-il. Son accent était atroce, mais sa question était compréhensible. « Oui, j'ai entendu vos voix. Anglais. » Il plissa le front et grimaça. « Est-ce que vous souffrez ?» dit Jude. L'homme parut trouver cette question amusante. « Est-ce que je souffre ?» répéta-t-il, le visage déformé par une grimace de supplice et de plaisir. « Je vais mourir.
dit-il à travers des dents serrées. Non, dit Mike, tout ira bien. L'homme secoua la tête. Son autorité était absolue. Je vais mourir, répéta-t-il d'une voix pleine de détermination. Je veux mourir. Jude s'accroupit pour être plus près de lui. Sa voix s'affaiblissait un peu plus à chaque instant. Dites-nous ce qu'il faut faire, demanda-t-il. L'homme avait fermé les yeux. Jude le secoua sans ménagement afin de le réveiller. Dites-nous, répéta-t-il, laissant tomber tout semblant de compassion. Dites-nous ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, dit l'homme, les yeux toujours clos. C'était une chute. Voilà tout, rien qu'une chute. Mais qu'est-ce qui est tombé? La cité. Podujevo. Mais de quoi est-elle tombée? D'elle-même, bien sûr. Cet homme ne leur fournissait aucune explication. Il ne faisait que répondre à une énigme par une autre. Où alliez-vous? Demanda Mike, s'efforçant de paraître le moins agressif possible. Je suivais Prépolac, dit l'homme. Prépolac, dit Jude. Mike commença à comprendre une partie de l'histoire. Prépolac est une ville, comme Podujevo, des cités jumelles. Elles sont sur la carte. Et où est la cité à présent? Dit Jude. Václav Jelovsek sembla choisir de dire la vérité. Il y eut un instant durant lequel il hésita entre mourir avec une énigme sur les lèvres et vivre assez longtemps pour se débarrasser du fardeau de son histoire. Quelle importance s'il révélait tout à présent? Il ne pourrait plus jamais y avoir d'épreuve. Tout était fini. Elles sont venues se battre, dit-il d'une voix qui était devenue forte et douce. Prépolac et Podujevo, elles s'affrontent tous les 10 ans. Se battre, dit Jude, vous voulez dire que tous ces gens ont été massacrés? Václav secoua la tête. Non, non, ils sont tombés, je vous l'ai dit. Mais comment se battent-ils alors? Dit Mike. Dans les collines, fut sa seule réponse. Václav ouvrit un peu les yeux. Les deux visages penchés sur lui étaient épuisés et malades. Ils avaient souffert, ces deux innocents. Ils méritaient bien une explication. Des géants, dit-il. Les cités se battent comme des géants. Les citoyens forment un seul corps à partir de leur corps, vous comprenez? La carcasse, les muscles, les os, les yeux, le nez, les dents, tous faits d'hommes et de femmes. Ils délirent, dit Jude. Dans les collines, répéta l'homme. Allez voir par vous-même, et vous verrez que je dis vrai. Même en supposant, commença Mike, l'homme l'interrompit, impatient d'en avoir fini. Elles étaient habiles au jeu des géants. Il a fallu plusieurs siècles d'expérience, bâtir le même corps tous les 10 ans, de plus en plus grand. Chaque cité avait l'ambition d'être plus grande que l'autre, des cordes pour lier les citoyens ensemble, pour leur faire former un tout sans défaut. Les tendons, les ligaments, il y avait de la nourriture dans son ventre, il y avait des tuyaux à la hauteur des reins pour évacuer les excréments. Ceux qui avaient la meilleure vue prenaient place dans les orbites, ceux qui avaient la voix la plus claire dans la bouche et dans la gorge. Vous ne me croiriez pas si je vous disais à quel point les mécanismes étaient élaborés.